Pendant plus d'une décennie, le docteur Brenda Grettenberger a vécu une vie qui à première vue semblait trop simple pour devenir extraordinaire. Elle se réveillait, enfilait ses bottes et se rendait dans les vastes paysages souvent impitoyables du Michigan central. Des champs qui s'étendent à l'infini, des fermes nichées dans des coins tranquilles, des routes secondaires qui se transforment en glace en hiver et en boue au printemps. Et puis elle travaillait, c'était tout. Pas de théâtre, pas de performance, pas de tentative de faire de sa profession quelque chose de plus grand que ce qu'elle était. Et pourtant, pour des millions de personnes qui la regardaient depuis leur salon un vendredi soir, cette constance tranquille est devenue quelque chose de profondément convaincant, quelque chose de rare. Elle avait une façon de s'immiscer dans des moments que la plupart des gens trouveraient accablants, et d'y apporter un sentiment de calme, presque inébranlable. Un veau nouveau-né, luttant pour respirer dans la boue, un chien grippé sur une table en acier froid, un cheval en détresse qui n'a pas de temps à perdre, ce n'étaient pas des situations mises en scène, ni des scènes soigneusement contrôlées. Elles étaient réelles, urgentes, imprévisibles. Et au milieu de cette urgence, le docteur Brenda se déplaçait avec des mains sûres et une voix qui ne s'élevait jamais au-dessus de ce qui était nécessaire. Elle n'avait pas besoin de dramatiser quoi que ce soit. Elle faisait simplement le travail. C'est à cela que les gens réagissaient. Pas au spectacle, pas à la personnalité au sens traditionnel du terme, mais à l'authenticité. Dans un monde où tant de choses semblent avoir été élaborées, filtrées et construites pour attirer l'attention, elle restait ancrée dans quelque chose de réel. Les fans ne l'admiraient pas parce qu'elle l'exigeait. Ils lui faisaient confiance parce qu'elle n'essayait jamais d'être autre chose que ce qu'elle était. Un vétérinaire qui fait son travail impatient à la fois. Aussi, lorsque cette présence a commencé à s'estomper, lorsqu'elle a commencé à apparaître moins fréquemment, puis à s'éclipser discrètement des épisodes sans explication, les gens l'ont remarqué. Au début, c'était subtil. Une apparition manquante ici, un rôle réduit là. Mais avec le temps, l'absence est devenue impossible à ignorer. Et comme cela arrive toujours, lorsqu'une chose familière disparaît, sans contexte, des questions ont commencé à se poser. Ces questions véhiculées par les forums et les sections de commentaires ont fait ce que les questions font souvent à l'ère de l'Internet. Elles se sont multipliées, ont évolué et se sont finalement transformées en quelque chose d'entièrement différent. La spéculation a comblé les vides laissés par le silence. Des histoires ont commencé à circuler, certaines fondées sur des fragments de vérité, d'autres étendues bien au-delà de la reconnaissance et d'autres encore entièrement inventées. On parlait de lutte personnelle, d'épuisement émotionnel, d'une carrière poussée à ses limites par les exigences incessantes du travail. Les rumeurs parlaient de batailles juridiques, de problèmes d'autorisation qui menaçaient tout ce qu'elle avait construit, de cas qui se sont terminés en tragédie et qui ont perduré bien plus longtemps que quiconque en dehors de la profession ne pouvait le comprendre. Certains dépeignaient une femme qui s'effilochait lentement sous le poids d'une responsabilité que la plupart des gens ne connaîtraient jamais, ne serait-ce qu'une seule fois, et encore moins jour après jour. Et dans ce mélange de vérité et de fiction, quelque chose d'inconfortable est apparu. Car si certaines de ces histoires contenaient des éléments de réalité, beaucoup étaient exagérés, déformés ou créés uniquement pour attirer l'attention. Elles se sont répandues rapidement, poussées par la curiosité, par l'inquiétude, et parfois par une sorte de fascination à l'idée que quelqu'un de si stable puisse d'une manière ou d'une autre se briser. Mais la véritable histoire, celle qui se cache derrière tout ce bruit, est plus compliquée, plus humaine, et à bien des égards plus difficile à affronter que n'importe quelle rumeur. Elle commence loin de la télévision, loin des caméras et du public, dans une ferme laitière d'Eaton Rapids, dans le Michigan. C'est là que Brenda Sue Grettenberger est née le 23 1967, février, dans un monde défini non pas par la performance mais par la responsabilité. La ferme n'était pas seulement l'endroit où elle vivait, c'était la façon dont la vie fonctionnait. Le bétail, Holstein la traite du matin et du soir, les corvées avant et après l'école. Le rythme constant du travail qui ne s'arrêtait pas pour des raisons de commodité ou de confort. Ses parents ont exploité cette ferme pendant plus de 40 ans et les priorités étaient claires dès le départ. Les animaux passaient en premier. Ce n'était pas une déclaration de négligence envers la famille, mais simplement la réalité d'une ferme en activité. Le bétail nécessitait des soins à toute heure dans toutes les conditions, et si ces soins n'étaient pas prodigués, les conséquences étaient immédiates. Brenda a assimilé cette compréhension très tôt, non pas comme quelque chose d'inhabituel, mais comme quelque chose de fondamental. L'odeur du foin, le poids des responsabilités, la conscience que la vie dépend de l'action plutôt que de l'intention, tout cela est devenu partie intégrante de son identité.
Les animaux ne sont pas des idées abstraites ou des préoccupations lointaines. Ce sont des êtres vivants qui requièrent de l'attention, des compétences et de l'engagement. Et les personnes qui prodiguent ces soins ne jouent pas un rôle, elles assument une responsabilité. Lorsqu'elle a choisi de devenir vétérinaire, cela n'a pas été une décision dramatique ou une prise de conscience soudaine. C'était inévitable. C'était le prolongement naturel d'une vie déjà vécue, en étroite relation avec les animaux, façonnée par la compréhension de ce que signifiait prendre soin d'eux de manière appropriée. Elle a suivi les cours de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de l'État du Michigan, l'un des programmes les plus respectés du pays, et a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire en 1992. Elle aurait pu aller n'importe où après cela. Des opportunités existaient au-delà du Michigan, dans des environnements plus urbains, dans des cabinets spécialisés, mais elle a choisi de rester. Elle a choisi l'environnement qu'elle comprenait, le travail qui lui paraissait réel. Comme beaucoup de jeunes vétérinaires, à l'époque, elle a cherché son premier poste dans le journal de l'AVMA, en feuilletant les annonces qui donnaient un aperçu des pratiques à travers le pays. Une annonce s'est démarquée, une clinique mixte à Weidman, dans le Michigan, un petit canton entouré de terres agricoles, loin du bruit des villes. La clinique s'appelait Paul Veterinary Services. Elle a répondu à l'annonce, a été embauchée et s'est rendue à Weidman pour commencer ce qui allait devenir non seulement un travail, mais aussi un chapitre déterminant de sa vie. Au centre de cette clinique se trouvait le docteur John Paul, un vétérinaire dont la réputation s'étendait bien au-delà de la communauté immédiate. Originaire des Pays-Bas, formé à l'université d'Utrecht, il avait bâti son cabinet, à partir de rien, au service d'agriculteurs qui avaient avant tout besoin de fiabilité. Il était connu pour son intensité, sa rapidité, sa focalisation inébranlable sur les résultats. Son approche était pratique, parfois controversée, ancrée dans une question simple: qu'est-ce qui sauvera l'animal et qu'est-ce que l'agriculteur peut se permettre de payer? Tout le monde n'était pas d'accord avec ses méthodes. Cette tension allait devenir importante par la suite. Mais pour Brenda, fraîchement sortie de l'école vétérinaire, la clinique offrait exactement ce qu'elle recherchait. Un endroit où elle pouvait pratiquer dans une gamme complète, de cas des animaux de ferme aux animaux domestiques, des soins de routine aux urgences qui nécessitaient une action immédiate. Elle est restée pas pour quelques années, pas comme un tremplin, mais pour des décennies. Au fil du temps, elle est devenue le plus ancien membre du cabinet en dehors de la famille Paul elle-même. 30 ans de travail, des milliers de cas d'innombrables animaux, chevaux bovins, porcs, moutons, alpagas, rennes, chiens, chats. Chacun d'entre eux exigeant attention, compétence et soins. À l'arrivée des caméras, elle avait déjà expérimenté presque tout ce que la profession pouvait offrir. Et lorsque les caméras sont arrivées dans 2011, elles n'ont pas trouvé quelqu'un qui essayait de devenir une personnalité de la télévision, mais quelqu'un qui avait déjà passé des années à faire ce travail tranquillement, avec constance, sans attendre de reconnaissance. L'émission The Incredible Dr. Paul a été diffusée pour la première fois le 29 2011 octobre. Les salles d'examen n'étaient pas des décors soignés. Les champs n'étaient pas des environnements contrôlés. Les cas ne se terminaient pas toujours bien. Et il n'était pas question d'adoucir la réalité pour les besoins de la présentation. Cette honnêteté est devenue la force de la série. Le docteur Paul lui-même est devenu un personnage central plus grand que nature par son énergie et sa présence. Mais le docteur Brenda occupait un espace différent. Elle n'était pas la voix la plus forte, ni le personnage le plus dramatique. Au contraire, elle est devenue la personne en qui les téléspectateurs avaient une confiance. Celle qui mettait du baume sur le chaos, qui abordait chaque situation avec le même calme, quelle que soit son imprévisibilité. Il existe une qualité particulière chez les personnes qui passent leur vie à s'occuper d'autrui, qu'il s'agisse d'êtres humains ou d'animaux. Cette qualité ne s'enseigne pas facilement et ne peut être imitée de manière convaincante. Elle provient de l'expérience de la responsabilité et de la compréhension de l'importance de ce travail qui va bien au-delà de la reconnaissance. Et c'est ce que les gens ont vu dans le docteur Brenda. Pas un personnage, pas une performance, mais une personne qui a passé toute sa vie à apprendre comment se montrer quand c'est le plus important. Lorsque leur présence dans une pièce abaisse simplement le niveau d'anxiété de toutes les autres personnes qui s'y trouvent. Le docteur Brenda avait cette qualité devant la caméra. Elle parlait d'une voix calme et mesurée. Elle a répondu aux questions des propriétaires d'animaux avec patience et précision. Elle n'a pas paniqué, elle n'a pas joué la comédie, elle a simplement travaillé. Un épisode de la 6e saison intitulé The Amazing Dr. Brenda lui a été entièrement consacré. Il a obtenu une note de 8,9 sur 10 sur IMDb,
ce qui est remarquable dans le monde de la télévision documentaire. Les fans ont écrit à son sujet sur des forums et des pages Facebook et dans les sections de commentaires de chaque clip dans lequel elle apparaissait. Un étudiant a déjà écrit publiquement qu'il la considérait comme une héroïne de carrière personnelle. Le wiki officiel des fans de la série indique avec le genre de détails que seuls les fans vraiment dévoués produisent, qu'elle a été le seul membre original de la distribution non issu de la famille Paul à rester dans la série pendant toute sa durée. Elle est apparue dans environ 220 épisodes sur 13 ans, et elle l'a fait tout en restant presque totalement invisible dans sa vie personnelle. Le Dr Brenda n'a jamais tenu de compte public sur les médias sociaux. Elle a donné très peu d'interviews. Elle n'a jamais révélé dans une déclaration publique vérifiée si elle est mariée ou si elle a des enfants, ni à quoi ressemble sa vie en dehors des murs de la clinique. Cette intimité était intentionnelle et cohérente, et elle était probablement sage compte tenu de ce qui se préparait. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu lentement comme c'est généralement le cas. Les téléspectateurs ont commencé à remarquer que le Dr Brenda apparaissait de moins en moins souvent. Elle était toujours là, toujours au générique, toujours présente dans les affaires, mais moins importante, moins centrale, avec des épisodes où elle n'apparaissait pratiquement pas. Cela a commencé à se faire sentir autour de la saison 11, qui a été diffusée en 2017 et 2018, Les forums de fans ont commencé à se remplir de questions. Où est le Dr Brenda? Va-t-elle bien? Quitte-t-elle la série? La réponse officielle, lorsqu'elle est finalement venue, n'a pas été donnée par le Dr Brenda, mais par Charles Paul, le fils de John, qui a servi de producteur exécutif et de plus en plus comme la voix publique de la série. Lors d'une session Facebook Live, Charles a répondu directement aux questions. Il a dit qu'elle avait des choses à faire, que les calendriers de tournage n'étaient pas alignés, qu'elle n'avait pas quitté le cabinet et qu'elle ne le quitterait pas. Il a demandé aux fans de ne pas s'inquiéter. Charles est revenu sur le sujet lors d'un Facebook Live ultérieur dans mi-2022, encore une fois en rassurant les téléspectateurs que le Dr Brenda était toujours à la clinique. Les deux fois le message était le même, elle est là, elle va bien. Ce que ni Charles, ni personne d'autre de l'émission ou de la chaîne n'a jamais dit publiquement, c'est ce qui s'est réellement passé dans la vie professionnelle du Dr Brenda Grettenberger depuis le printemps de 2017, Parce qu'en mars de 2017, il s'est passé quelque chose à Paul Veterinary Services, qui a déclenché une chaîne d'événements qui allait la suivre pendant près d'une décennie. Le mars 13 2017, un chien nommé Macy s'est rendu à Paul Veterinary Services pour un nettoyage dentaire. Les nettoyages dentaires sous anesthésie sont considérés comme des procédures de routine en médecine vétérinaire. Le genre de choses qui se produit des centaines de fois par jour dans les cliniques à travers le pays. Le Dr Brenda a examiné Macy au préalable et n'a rien trouvé qui puisse justifier l'annulation de la procédure. Elle a ensuite délégué le nettoyage proprement dit à une technicienne vétérinaire agréée Andrea Mata, ce qui est également une pratique courante dans les cabinets vétérinaires. Les vétérinaires supervisent systématiquement les techniciens qui effectuent les nettoyages. Le Dr Brenda quitte alors la clinique pour une visite de ferme programmée, une visite de santé du troupeau comme celle qui a défini sa vie professionnelle pendant 25 ans. Un autre vétérinaire est présent à la clinique. Mata a effectué le nettoyage. Macy est sortie de l'anesthésie sans problème apparent, puis quelque chose a mal tourné. Une fois pleinement éveillée, Macy a commencé à avoir des difficultés à respirer. L'autre vétérinaire de la clinique l'a soignée pendant plusieurs heures, mais Macy a cessé de respirer. La cause du décès n'a jamais été déterminée avec certitude. Il ne s'agit pas, comme le décrivent certains articles en ligne, d'un simple cas de négligence avec des preuves irréfutables. C'est le genre de cas qui hante la médecine vétérinaire précisément parce qu'il n'a pas d'explication claire. Un animal qui a survécu à la procédure s'est réveillé et n'a pas survécu à ce qui a suivi, pour des raisons qui n'ont pas pu être déterminées avec certitude. Mais quelqu'un a déposé une plainte auprès du Bureau des licences professionnelles du Michigan, qui relève du ministère des licences et des affaires réglementaires de l'État. Et la machine de la discipline professionnelle, lente et grinçante et indifférente aux horaires de télévision, a commencé à se mettre en marche. La procédure officielle a pris des années. Une audience administrative de 5 jours a eu lieu au cours de laquelle des experts ont témoigné des deux côtés. Un juge administratif a examiné les preuves. L'allégation centrale contre le Dr Brenda n'était pas qu'elle avait mal exécuté l'intervention. L'allégation portait sur la supervision, plus précisément sur le fait qu'elle avait quitté la clinique sans avoir formellement transféré la responsabilité de la supervision de Macy
à un autre vétérinaire par le biais d'une communication explicite et d'un accord clair. Les conclusions du juge administratif sont compliquées. Le juge n'a pas trouvé de preuves suffisantes que l'examen de Macy par le docteur Brenda avant l'intervention était inadéquat. Le juge n'a pas trouvé de preuves suffisantes que son dossier médical était déficient. L'accent a été mis sur la question de la supervision, sur la question de savoir si le fait de quitter la clinique sans un transfert verbal explicite constituait un défaut de supervision adéquate d'une procédure déléguée. Dans un rebondissement qui montre à quel point les procédures d'autorisation professionnelle peuvent être embrouillées. L'équipe juridique du docteur Brenda a demandé la disqualification du témoin expert du bureau, la personne dont le témoignage était censé établir ce que la norme de diligence exigeait. Le sous-comité disciplinaire a accordé cette disqualification, puis dans la même ordonnance a adopté les conclusions du juge administratif à l'encontre du docteur Brenda de toute façon. Elle a fait appel. L'appel a également échoué au niveau administratif. En avril de 2024, le Michigan Department of Licensing and Regulatory Affairs a signifié l'action disciplinaire officielle. Son numéro de licence 6 901 7 300. Un virgule est apparu dans les dossiers disciplinaires publics de l'État. L'action l'a mise à l'épreuve. Le fondement, l'incompétence, la négligence et la violation technique du Code de la santé publique du Michigan. Pour une femme qui avait passé 32 ans à pratiquer la médecine vétérinaire dans la même communauté qui n'avait jamais eu de plainte documentée, ayant donné lieu à des mesures disciplinaires durables qui avaient consacré sa carrière aux animaux des zones rurales du Michigan, ce document représentait un poids difficile à décrire, pour quiconque n'a pas construit une identité autour de son travail professionnel. Il figurait dans les archives publiques de l'État. Tout le monde pouvait la trouver. Et ils l'ont trouvée. L'Internet, comme il en a l'habitude, a d'abord trouvé la pire version possible de l'histoire. Des sites web spécialisés dans la production de contenus spectaculaires sur les célébrités ont pris une affaire judiciaire vraiment nuancée et l'ont transformée en un titre destiné à susciter un maximum d'indignation. Les plaintes se sont multipliées. Certains ont affirmé qu'elle avait intentionnellement laissé mourir un chien. Certains sites ont inventé des détails sur les souffrances du chien qui n'apparaissent nulle part dans les documents judiciaires. Certains sites ont prétendu qu'elle avait entièrement perdu sa licence. D'autres ont ajouté des détails personnels qui n'étaient pas seulement non vérifiés, mais clairement inventés. Des histoires de pensées suicidaires, d'effondrements mentaux et de crises familiales qu'aucune source légitime n'a jamais rapportées et dont le docteur Brenda n'a jamais parlé dans aucun forum public. L'affirmation concernant les pensées suicidaires en particulier qui circulent sous diverses formes dans les vidéos YouTube et les forums de fans ne peut être rattachée à aucune source crédible. Pas une seule interview vérifiée, pas un seul article d'un organe de presse légitime, pas une seule déclaration d'une personne liée à l'émission ou à la pratique. Il semble entièrement inventé, le genre de contenu que les usines de contenu pilotées par l'IA produisent en superposant des drames personnels fictifs aux vrais problèmes juridiques de personnes réelles. Parce que la combinaison génère plus d'engagement que ne le ferait l'un ou l'autre des éléments pris isolément. L'histoire réelle, celle d'un vétérinaire respecté, confronté à une crise professionnelle légitime à propos d'une question de supervision réellement compliquée après la mort d'un chien dans des circonstances qui restent médicalement inexpliquées, était plus que suffisante pour permettre un examen sérieux de ce que la médecine vétérinaire coûte à ceux qui la pratiquent. L'histoire inventée n'était que de la cruauté déguisée en journalisme. La situation familiale du docteur Brenda est une autre catégorie d'allégations qui mérite un examen direct, parce qu'elle a été affirmée avec une confiance extraordinaire par des sites web qui n'ont manifestement aucune idée de ce dont ils parlent. Différents sites ont affirmé avec la même conviction qu'elle avait 2 enfants, 3 enfants et 5 enfants. Différents sites lui ont donné 3 maris différents avec 3 noms différents. La réponse la plus simple et la plus honnête est que personne en dehors de son cercle personnel n'est au courant. Elle n'a jamais divulgué cette information et les personnes qui dirigent l'entreprise ne l'ont jamais fait en son nom. Le wiki du fandom de l'incroyable Dr Paul indique clairement qu'elle n'est pas présente sur les médias sociaux et que sa vie en dehors de la clinique est inconnue. La seule chose que l'on puisse dire avec certitude au sujet de la vie personnelle du Dr Brenda Grettenberger est qu'elle a choisi, avec une cohérence absolue, sur plus d'une décennie de visibilité publique, de la garder privée. Ce choix mérite d'être respecté et non d'être ignoré par des personnes qui ont des quotas de contenu à remplir.
Ce qui s'est passé ensuite est la partie de cette histoire que la plupart des reportages en ligne ont complètement manqué. Car alors que les mesures disciplinaires ont été rendues publiques au printemps de 2024, et que la série diffusait sa dernière saison et approchait de sa fin en juillet de cette année-là, l'équipe juridique du docteur Brenda n'avait pas abandonné. Elle avait fait appel auprès de la Cour d'appel du Michigan. La Cour d'appel du Michigan a rendu sa décision dans l'affaire officiellement désignée sous le nom de Henry Brenda Sue Grettenberger, D. VM numéro de dossier 370 825, La Cour a annulé la partie de l'ordonnance, la déclarant responsable d'avoir violé le Code de la santé publique. Elle a renvoyé l'affaire pour qu'elle soit classée sans suite. Le raisonnement du tribunal est allé au cœur de ce qui avait rendu cette affaire si compliquée depuis le début. La question de savoir si la conduite de supervision du docteur Brenda était adéquate n'était pas selon le tribunal quelque chose qui pouvait être déterminé par le seul bon sens. Elle nécessitait un témoignage d'experts compétents établissant ce que la norme de diligence exigeait réellement dans cette situation et démontrant que sa conduite n'avait pas été à la hauteur de cette norme. L'État n'avait pas fourni ce témoignage en grande partie parce que son propre expert avait été disqualifié. Sans ce fondement, l'action disciplinaire ne pouvait pas être maintenue. La plainte a été rejetée. Il s'est écoulé près de 8 ans entre le jour où Macy est venu pour un nettoyage de dents et le jour où la cour d'appel a finalement clos le dossier. 8 années pendant lesquelles le docteur Brenda a continué à travailler à soigner les animaux, à voir son temps d'écran se réduire. Et les questions des fans se multiplient et les rumeurs en ligne prolifèrent. 8 années pendant lesquelles elle n'a rien dit, publiquement n'a maintenu aucune présence sur les médias sociaux, n'a donné aucune interview sur l'affaire et s'est apparemment contentée de se montrer. La question de savoir si la décision de la Cour constitue une justification complète dépend de la définition que l'on donne à ce terme. L'annulation a été prononcée pour des raisons de procédure et de preuve, et non pour une conclusion affirmative selon laquelle la conduite de la superviseuse était appropriée à tous les égards. Le tribunal a estimé que l'État n'avait pas réussi à prouver ce qu'il avançait, ce qui est différent d'un tribunal qui estime qu'il n'y a pas eu d'erreur, mais la plainte a été rejetée. La mise à l'épreuve a été annulée. Le dossier de son permis de conduire, qui portait cette marque publique depuis le mois de mai de 2024, a été effacé. Et le docteur Brenda Grettenberger, qui avait passé 8 ans à attendre que le système judiciaire termine son travail, n'était plus sous le coup d'une ordonnance disciplinaire de l'État du Michigan. Les controverses relatives à la pratique du docteur Paul, qui forment la toile de fond de son histoire, méritent d'être comprises car elles éclairent le monde professionnel particulier dans lequel elle a vécu. Un monde où l'écart entre ce à quoi ressemble réellement la médecine vétérinaire rurale et ce qu'exigent les normes vétérinaires urbaines a été une véritable source de conflits pendant des décennies. Le premier démêlé de John Paul avec la commission d'agrément de son État est survenu dans 2012, à la suite d'une affaire concernant une chienne allemande à poil court, enceinte nommée Mocha. Les propriétaires de la chienne avaient appelé la clinique à 3 reprises au cours de plusieurs jours, signalant qu'elle avait dépassé la date d'accouchement. Les appels ont été traités par téléphone, et les propriétaires ont été invités à laisser la nature suivre son cours. Lorsque Mocha était finalement arrivée à la clinique, le docteur Brenda l'a examinée à l'aide d'une échographie et a déclaré qu'elle ne voyait aucun mouvement dans l'utérus. Le docteur Paul a ensuite examiné Mocha lui-même et a déclaré qu'il voyait un mouvement. Il a renvoyé la chienne à la maison. Les propriétaires peu convaincus ont emmené Mocha dans une autre clinique où une césarienne a été pratiquée. L'opération a permis de découvrir 10 chiots décédés, dont on estime qu'ils étaient morts depuis 3 à 4 jours. Les autorités de régulation du Michigan ont examiné l'affaire et en mai de 2012, ont placé le docteur Paul et le docteur Brenda en liberté surveillée. Le docteur Paul a également été condamné à une amende de 0,25 $ et à suivre une formation continue dans les domaines de la documentation de la reproduction des petits animaux et de l'échographie. Un troisième vétérinaire du cabinet, qui n'a pas participé à l'émission de télévision, a été mis en probation pour un autre incident. 3 des 4 vétérinaires de Paul Veterinary Services ont été mis en probation en même temps. La série en était encore à sa première saison. Nat Geo Wild a publié un communiqué décrivant l'action disciplinaire comme étant liée à une plainte administrative et non à une faute professionnelle ou à un mauvais diagnostic, et la série s'est poursuivie sans interruption. 2 ans plus tard, une deuxième controverse plus visible pour le public a éclaté cette fois, non pas à cause d'un organisme de réglementation de l'État,
mais à cause d'un collègue vétérinaire qui avait regardé un épisode à la télévision. Le docteur Eden Myers, un vétérinaire qui avait vu un épisode montrant le docteur Paul en train de pratiquer une opération d'ablation de l'œil sur un terrier de Boston nommé Monsieur Pigglesworth, a déposé une plainte officielle auprès de la commission des licences du Michigan en 2014, Le chien avait été renversé par une voiture. Les propriétaires avaient une limite budgétaire de $300 où ils auraient dû choisir l'euthanasie. Le docteur Paul avait accepté de ne pas dépasser ce montant. La plainte du docteur Myers détaillait ce qu'elle décrivait comme de graves écarts par rapport à la technique chirurgicale stérile standard, pas de blouse chirurgicale, pas de masque, pas de bonnet, pas de drapage stérile, des instruments posés sur une serviette en papier, le chien sur une table d'acier, nu. Le fils du docteur Paul Charles qui n'a pas de licence l'assiste. Elle a également lancé une pétition sur change.org et une page Facebook demandant l'annulation de l'émission. Le Conseil de médecine vétérinaire du Michigan a jugé que le docteur Paul avait fait preuve de négligence en mars de 2015 et lui a imposé une amende de $500 et 1 année de probation. Le docteur Paul a fait appel. En juillet de 2016, la Cour d'appel du Michigan a annulé la mesure disciplinaire dans une décision de 3-0 estimant qu'il n'y avait pas de preuve compétente d'un manquement à la norme de soins. Et notant que la loi du Michigan ne contenait aucune exigence spécifique imposant des blouses chirurgicales, des masques ou des rideaux stériles pour chaque procédure vétérinaire. La Cour a appelé sa propre décision en la matière « The Curious Case of Mr. Pigglesworth », le curieux cas de Monsieur Pigglesworth. Le chien a survécu à l'opération et les propriétaires ont été satisfaits du résultat. Le docteur Myers aurait reçu des menaces de mort de la part de fans de l'émission. Le docteur Paul l'a accusé de diffamation. La législature du Michigan a brièvement examiné un projet de loi qui aurait interdit aux autorités de régulation d'ouvrir des enquêtes vétérinaires sur la seule base du visionnage d'émissions de télé-réalité. Le projet de loi est mort sans vote. Une série de plaintes ultérieures concernant une opération de stérilisation et un traitement de chevaux qui, selon les régulateurs, impliquait également une technique stérile inadéquate, ont abouti à une ordonnance de probation de 2018 que la Cour d'appel du Michigan a confirmé en appel. C'est le seul cas de cette saga où les tribunaux ont statué contre le docteur Paul plutôt qu'en sa faveur. Pendant tout ce temps, le spectacle a continué. Nat Geo n'a jamais hésité publiquement. Le docteur Paul a continué à pratiquer. Les évaluations se sont maintenues. Le public lui faisait confiance. Il serait facile de tirer une conclusion simple de cette longue liste de plaintes d'actions disciplinaires et d'annulations judiciaires. Mais cette conclusion simple passe à côté de quelque chose d'important sur ce qu'est réellement la médecine vétérinaire rurale et sur ce qu'elle coûte à ceux qui la pratiquent. Le ministère de l'Agriculture des États-Unis a identifié 243 zones de pénurie de vétérinaires ruraux dans 46 États, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré. Plus de 700 comtés dans les 50 États sont confrontés à une pénurie potentielle de vétérinaires pour les grands animaux. Le nombre de vétérinaires disposés à effectuer ce travail diminue depuis des décennies. Seuls 3,5% environ de tous les vétérinaires pratiquants aux États-Unis s'occupent principalement d'animaux destinés à l'alimentation. Les chiffres ne mentent pas sur les raisons de ce phénomène. Les vétérinaires ruraux et les vétérinaires pour grands animaux travaillent généralement 10 jours sur 14. Ils sont de garde pendant les heures creuses. Ils font des heures de route pour se rendre dans les fermes dans des conditions qui obligeraient la plupart des gens à rester chez eux. Ils travaillent un peu plus de 50 heures par semaine pour un salaire de départ inférieur de 30 à 40% à celui de leurs homologues pratiquant la médecine des animaux de compagnie. Ils sont 2 fois plus susceptibles de souffrir d'accidents du travail. Ils travaillent seuls dans des environnements isolés, sans les collègues, les spécialistes et les systèmes de soutien institutionnels que les praticiens urbains considèrent comme allant de soi. Un professeur de médecine vétérinaire de l'Université d'État de Louisiane a déclaré que les vétérinaires ruraux ont tendance à abandonner au bout de 5 ans. Ceux qui n'abandonnent pas portent souvent le poids de ce travail d'une manière qui n'est pas toujours visible de l'extérieur. Les données relatives à la santé mentale en médecine vétérinaire donnent à réfléchir d'une manière dont la profession n'a commencé que récemment à discuter ouvertement. Les Centers for Disease Control ont constaté que les femmes vétérinaires sont 3,5 fois plus susceptibles de mourir par suicide que la population générale. Les hommes vétérinaires
sont plus de 2 fois plus susceptibles. Des enquêtes menées par l'AVMA ont révélé qu'environ un vétérinaire sur 4 déclare avoir connu des épisodes dépressifs depuis l'école vétérinaire. Près d'un vétérinaire sur 5 déclare avoir eu des idées suicidaires. Une étude portant sur les empoisonnements pharmaceutiques dans les suicides de vétérinaires a révélé que lorsque le pentobarbital, le médicament le plus couramment utilisé pour l'euthanasie, était retiré des statistiques, le taux de suicide élevé diminuait considérablement, ce qui suggère que le facteur le plus dévastateur n'est pas la personnalité, le stress ou l'épuisement professionnel pris isolément, mais simplement le fait que les vétérinaires vont travailler tous les jours en ayant accès à des substances qui peuvent mettre fin à une vie en quelques secondes. Une enquête de 2022 a révélé que 90% des professionnels vétérinaires avaient eu des interactions négatives ou aggravées avec des clients au cours de l'année précédente. 65% d'entre eux étaient confrontés à de telles interactions chaque semaine, et la moitié ont déclaré qu'ils avaient parfois peur d'aller travailler. L'organisation Not One More Vet, fondée en octobre de 2014, après le suicide du docteur Sofiaïn, comportementaliste vétérinaire de renom, compte aujourd'hui plus de 40 000 membres dans le monde entier. Elle a été fondée parce qu'une profession qui passe sa vie professionnelle à essayer de prévenir la souffrance avait ignoré la souffrance dans ses propres rangs pendant des décennies. Le docteur Brenda Grettenberger n'a jamais parlé publiquement de tout cela par rapport à sa propre expérience. Quel que soit le coût des années de procédures réglementaires, quelle que soit la tension ressentie à l'idée de participer à une émission de télévision tout en gérant une affaire juridique sans issue, elle a gardé tout cela pour elle. Les affirmations en ligne selon lesquelles elle aurait eu des pensées suicidaires ou subi une dépression mentale ne sont pas étayées par une seule source crédible. Mais la réalité plus large à laquelle ces affirmations font allusion, l'idée que faire ce travail dans ce cadre pendant si longtemps a un effet sur une personne, est documentée et elle est réelle. L'émission qui a donné au docteur Brenda Grettenberger le degré de reconnaissance publique qu'elle a aujourd'hui a duré 24 saisons. Elle a débuté le 29 octobre 2011, et s'est terminée par une rétrospective le 6 juillet 2024, Nat Geo Wild a construit l'émission autour du docteur Paul, de sa famille et de son cabinet, mais le public a construit quelque chose de son côté autour du docteur Brenda. Une sorte de dévotion tranquille, distincte de l'amour plus bruyant et plus effusif qu'il portait au docteur Paul lui-même. Elle était la constante, celle qui avait été là avant les caméras et qui serait probablement là après. Elle était d'une certaine manière la conscience du lieu que les fans avaient du mal à formuler, mais qu'ils ressentaient clairement. John Paul pratique toujours la médecine vétérinaire à Weidman, dans le Michigan. Il est âgé de 83 ans. Il a écrit des mémoires qui ont figuré sur la liste des best-sellers du New York Times. Il a reçu un doctorat honorifique de l'Université centrale du Michigan. Le cabinet qu'il a construit pendant 40 ans dans le centre du Michigan est toujours ouvert. Le site officiel de Paul Veterinary Services mentionne toujours le docteur Brenda Grettenberger parmi le personnel. Sa biographie sur cette page indique que, comme le docteur Paul, elle apprécie la pratique des animaux mixtes et prévoit de continuer à travailler avec les animaux et les propriétaires du Mid-Michigan. Elle possède toujours les bœufs qu'elle a dressés comme bœufs, issus du premier troupeau laitier de sa famille. Des animaux nommés Reed Kirby et Zeter qu'elle présente dans des expositions de bœufs en classe ouverte dans le Midwest. Au dire de tous, elle est toujours présente. Qu'elle apparaisse dans de futurs projets télévisés ou qu'elle reste dans les coulisses de la pratique qui a défini sa vie d'adulte, elle a déjà donné plus d'elle-même à la campagne du Michigan et à ses animaux que la plupart des gens ne donnent à quoi que ce soit. Les procédures réglementaires qui ont marqué son nom dans une base de données de l'État sont maintenant annulées et rejetées. La mise à l'épreuve est levée et la plainte disparaît. Ce qu'il en reste, c'est plus de 30 ans d'appels et d'interventions chirurgicales dans les fermes d'urgence de village, de propriétaires d'animaux de compagnie effrayés, et la connaissance quotidienne, durement acquise, de ce que signifie continuer à faire quelque chose d'important, même lorsque cela coûte cher. Elle a grandi dans une ferme laitière où le bétail passait en premier et le reste de la famille en second. Elle a passé toute sa carrière à vivre selon ce même principe, l'étendant à chaque animal qui franchissait la porte d'une clinique à Weidman dans le Michigan, que les caméras tournent ou non. La tragédie promise par les gros titres était bien réelle, mais ce n'était pas celle qu'il décrivait. Elle était plus silencieuse que cela. C'était le genre de tragédie qui ne s'annonce pas. Les années de procédure, les dossiers publics, les rumeurs qui remplacent que la vérité,
les fans qui posent des questions auxquelles personne ne veut répondre. C'est le prix à payer pour faire un travail difficile dans un endroit difficile pendant longtemps et pour voir ce travail compliqué par des forces qui n'ont rien à voir avec les animaux, les agriculteurs ou les petits matins dans la boue. À votre avis, que méritent de nous les personnes qui se présentent chaque jour pour faire ce travail? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci, abonnez-vous pour ne jamais en manquer une.